Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ricardo Clément était un travailleur tranquille et honnête. Chaque soir, Ricardo Clément rentrait paisiblement chez lui dans un modeste logement du quartier ouvrier de Buenos Aires. Pourtant, l'histoire de Ricardo Clément pourrait vous tenir en haleine de la première à la dernière page d'un livre épais. Aussi, ne m'en veuillez pas trop si je vous raconte en quelques 24 minutes une enquête qui dura 15 ans. Pourquoi le mercredi 11 mai 1960, une équipe complète d'hommes venus de fort loin était-elle sur le pied de guerre? Pourquoi ces hommes étaient-ils prêts en quelques secondes à se mettre hors la loi? Et pourquoi tout cela, précisément, à propos d'un travailleur tranquille et honnête qui rentrait paisiblement chez lui chaque soir dans un modeste logement du quartier ouvrier de Buenos Aires? Que pouvait représenter pour ces hommes et ces femmes sur le pied de guerre un certain Ricardo Clément? Vous répondrez en partie à ces questions quand vous saurez que le paisible Ricardo Clément, travailleur honnête, fut plus connu quelques années plus tôt pour une besogne abominable à laquelle il se livra avec la même conscience professionnelle, besogne qu'il accomplit sous son vrai nom. Quand vous saurez que ce nom fut Adolf Eichmann, vous comprendrez qu'à ce titre, l'enquête qui amena à la capture de ce Ricardo Clément et cette capture elle-même méritait de tenir une place toute spéciale dans les dossiers extraordinaires. Adolf Eichmann, qui fut-il avant de tomber dans les filets d'une police très spéciale opérant dans la plus parfaite illégalité près d'un faubourg oublié de Buenos Aires? Eh bien, Adolf Eichmann, cet homme grand et maigre, avec d'immenses oreilles décollées qui lui donnent l'air d'un vieil élève du type fort en thème, Adolf Eichmann fut ni plus ni moins que l'homme de confiance du Troisième Reich. L'Obersturmbannführer Adolf Eichmann, en tant que chef du service de sûreté, eut l'insigne honneur d'être choisi pour trouver la solution définitive. Vous ne vous souvenez peut-être plus de ce que ce terme pudique recouvre. Cette solution devait bien sûr résoudre un problème. Ce problème, c'était le problème juif. Quand j'aurai terminé mon travail, les Juifs auront disparu d'Europe. Voici quelle fut la promesse solennelle faite par Adolf Eichmann en 1942 au chef des SS, Heinrich Himmler. Lourde tâche qu'il acceptait là, n'est-ce pas? On ne fait pas disparaître 10 millions d'êtres humains comme cela. Mais Adolf Eichmann devait être exceptionnellement doué. En tout cas, il était fort consciencieux et s'attaqua au fameux problème avec un sens de l'organisation qui lui valut l'estime de ses chefs. Ainsi furent créés les camps de la mort, approvisionnés par trains spéciaux et débouchant sur les chambres à gaz et les fours crématoires. Déportations massives et exécutions groupées se succédèrent, et le consciencieux chef de la sûreté allait inexorablement vers l'aboutissement de sa mission. 6 millions. Il en extermina 6 millions. 6 millions de femmes, d'hommes et d'enfants lui doivent une fin horrible. 6 millions. Voilà qui était Adolf Eichmann. Personne ne sut où il était passé lorsqu'arriva l'heure des comptes en 1945. Parmi les milliers et les milliers de prisonniers que firent les troupes américaines, il y avait un caporal de la Luftwaffe qui un jour s'échappa du camp où on le gardait plus ou moins bien et disparut. En fait, ce caporal était mort depuis plusieurs semaines et sous son uniforme loqueteux se cachait Eichmann. Bien sûr, on n'en resta pas là, et le nom, le signalement du criminel furent diffusés dans tous les pays alliés ou occupés. Il fut en tête de liste des criminels de guerre à retrouver par tous les moyens. On en retrouva d'autres, pas lui.
Mais les réfugiés juifs, eux, n'avaient pas oublié. Le souvenir des frères, des femmes, des fils et des filles qu'ils avaient perdus à cause d'Eichmann était un aiguillon vivace pour leur mémoire. Dès le mois de juin 1945, un réseau de recherche était en place pour traquer le criminel. Imaginez-vous investi d'une telle mission. Un homme seul se cache quelque part. Vous ne savez rien de lui. Bien sûr, vous en avez une vague description, mais il a pu changer de visage. Il a pu prendre 100 noms différents. Mais il y a des millions de cachettes possibles. Est-il un employé de banque de la City londonienne, dont le melon se fond dans la foule de ses semblables? Est-il un paysan bavarois demi-caché derrière un pied de houblon? Ou peut-être ce péon à demi nu, imbibé de mauvaise tequila? Si la fumée de son cigare était moins épaisse, ne le découvririez-vous pas derrière le bureau de cet industriel bien français? Alors, comment feriez-vous pour retrouver un homme seul en fuite, se cachant quelque part dans le monde? Et puisque vous savez depuis le début de cette histoire qu'il a été arrêté un soir à Buenos Aires, dans un quartier ouvrier, c'est qu'il y avait bien un moyen. Comment donc procéda l'organisation mise en place par les réfugiés juifs pour retrouver la trace d'un homme seul qui pouvait se dissimuler n'importe où dans le monde? D'abord, elle prenait ses ordres et rendait ses rapports à un quartier général. Ce quartier général, basé à Tel Aviv, devait par la suite être rebaptisé Bureau 06. Entendez par là Bureau 06 de la police d'Israël. Quelle piste possédait l'organisation? Il valait mieux partir sur une trace ancienne que totalement dans le vide. On commença la chasse par la ville de Linz, en Autriche. C'est là qu'Adolf Eichmann avait passé quelques années de sa jeunesse, et d'ailleurs non loin de Linz vivaient encore sa femme et ses enfants, à Bad Aussee. Un agent de l'organisation se rend donc à Linz. Il y fait l'acquisition d'une petite boutique, et l'affût commence. Le père d'Eichmann vend du matériel électronique. Il est commerçant. La femme d'Eichmann, Vera Liebl, a en fait divorcé de lui. Et elle est restée seule avec ses 3 enfants bien avant le procès de Nuremberg. Mais on soupçonne que l'ancien SS a gardé des relations avec eux, ainsi qu'avec ses frères et ses sœurs. Et toute cette famille se conduit de manière plutôt curieuse. Chacun des membres se rend à son tour à heure fixe dans un petit village entre Linz et Salzbourg. Le but? La maison du docteur. Les Eichmann s'y rejoignent discrètement, puis repartent séparément. Les Juifs, qui sont membres du groupe des Vengeurs, comme ils se sont eux-mêmes appelés, établissent dès lors une surveillance sans faille. Ils posent des questions discrètes, qui habitent le chalet sur la colline. En effet, la nuit, le frère et la femme d'Eichmann sont secrètement sortis de la maison du docteur pour aller vers ce chalet. Les guetteurs ont suivi leur moindre geste. Dans ce chalet sur la colline, il y a 4 hommes. Qui sont-ils, ces 4 hommes? Nul ne le sait. Personne au village ne les connaît. Ils ne sortent que très rarement la nuit et jamais ensemble. Du chalet, on ne s'approche pas. Vous avez vu les 3 gigantesques chiens qui le gardent? Comment savoir si l'un des 4 hommes est Adolf Eichmann? Les Juifs en faction font la demande du maximum d'informations sur le physique du nazi recherché. Malheureusement, ils ne peuvent en obtenir de photos. Peu importe, le signalement est plus que précis, jusqu'à sa dentition qui y est décrite. 4 semaines d'observation encore, et la certitude est acquise. Démarche, corpulence, taille, l'un des 4 est Adolf Eichmann. La décision est vite prise. Il faut s'emparer de lui à sa prochaine sortie. Mais attention, il se fait toujours accompagner dans ses promenades nocturnes par 2 des 3 chiens. Pour l'embuscade, ils seront 4 hommes, dans une Jeep et en uniforme de l'armée britannique. Ils laissent leur voiture, se cachent derrière des arbres et attendent. Tard dans la nuit, voici que paraît Eichmann, précédé par ses chiens. L'un des hommes du groupe, spécialement entraîné à ce genre de besogne en Yougoslavie, se met à aboyer. Les chiens devancent leur maître pour aller vers ce nouveau compagnon. Lorsqu'ils approchent, ils voient rouler entre leurs pattes énormes
des boulettes de viande rouge, une aubaine. Mais le poison qu'elles contiennent est violent, presque instantané. Voici donc les chiens éliminés. Eichmann s'avance dans la nuit, les cherche, les appelle en sifflant. Un pistolet tenu par le canon s'abat sur l'arrière du crâne. L'homme s'effondre. Les 4 silhouettes se réunissent autour de la forme allongée et, sans perdre une seconde, fourrent le SS inconscient à même le plancher dans la Jeep qui démarre. Eichmann reprend conscience dans un sous-bois à quelques kilomètres de là. 2 autres hommes se sont joints au commando. « Tuez Eichmann » dit l'un d'eux, Reven, le chef des Vengeurs. « Tuez Eichmann et nous sommes des Juifs. » À la surprise générale, l'Allemand éclate de rire. « Tu sais ce que tu as fait au peuple juif ?» poursuit Reven. Nouveau rire, puis ces paroles incroyables. « Vous ne pouvez me faire aucun mal. » La mitraillette a claqué, quelques coups secs. La phrase s'est arrêtée au milieu. C'en était trop. Après un instant de stupeur, l'un des membres du commando se penche sur le cadavre traversé par les projectiles. À la lueur d'une lampe, on regarde sa figure, on examine sa dentition, pas de doute. Eichmann est mort. Vous qui m'avez entendu parler de l'arrestation d'un certain Ricardo Clément à Buenos Aires, vous savez bien que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas Eichmann qui vient d'être abattu à la sauvette dans un sous-bois près de Salzbourg. Mais nombreux sont ceux, chasseurs de nazis et vengeurs entre autres, qui le croiront dur comme fer, qui le croiront pendant 15 ans, jusqu'à ce que l'arrestation du véritable Eichmann vienne les convaincre qu'ils se sont trompés. Mais alors, si ce n'est pas Eichmann qui gît transpercé de balles dans le sous-bois, qui est-ce? Un nazi. Mais un personnage de second ordre, choisi à cause de sa ressemblance très grande avec Eichmann pour détourner l'attention. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, après cette exécution, les Vengeurs sont persuadés que c'en est fait d'Eichmann. Pourtant, la chasse aux nazis continue. En 1955, Israël crée le Yad Vashem, centre de documentation sur les crimes nazis et leurs auteurs. En 1958, l'Allemagne fédérale ouvre elle-même un centre pour l'investigation des crimes de guerre nazis. Ces 2 organisations vont joindre leurs efforts pour traquer les criminels de guerre en fuite. C'est ainsi qu'en été 1959, une nuit, 3 hommes sont interceptés dans la montagne près de la frontière autrichienne. Au cours de la fusillade, l'un d'entre eux est tué. On emmène les 2 autres, avec discrétion et célérité, vers une maison située à l'écart de tout, près de Francfort. Les prisonniers se laissent aller à quelques confidences. Ils parlent notamment de la filière de fuite des nazis dont ils font partie. Ils parlent des capitaux secrets. Ils parlent des havres de paix que les criminels du Troisième Reich ont pu trouver en Amérique du Sud. Ils parlent de l'Argentine. Et quelque temps plus tard, le président d'Israël, Ben Gurion, recevait un certain Isser Harel, dit Isser Hakatan, c'est-à-dire Isser le Petit. Isser le Petit a débarqué sur la terre de Palestine en 1933, avec pour tout bagage une miche de pain contenant un revolver. En 1948, il est nommé chef des services de sécurité d'Israël, c'est-à-dire que lorsqu'Isser le Petit déclare vouloir mener une action, il ne plaisante pas. Et c'est ce qu'il fait savoir au président Ben Gurion. L'Allemagne fédérale a la preuve qu'Eichmann est en Argentine. Que faisons-nous? Ben Gurion n'a pas une hésitation. Ramenez-le mort ou vif. Un temps de réflexion, puis je le préférerais vivant. Ce serait important pour la jeunesse. Isser Hakatan, Isser le Petit, était lancé. Et puis, comme ces chiens de chasse courent sur pattes, qui ne lâchent plus le sanglier avant qu'il ne soit mort, une fois qu'ils sont sur la piste, le limier Hakatan allait flairer celle d'Eichmann et se mettre en devoir d'aller jusqu'au bout. Un homme avait débarqué en Argentine en chemise blanche, nœud papillon et par-dessus. Un feutre noir ombrageait son visage. Des lunettes fumées et une moustache complétaient cette parodie de déguisement. C'est pourtant ainsi que, 15 ans plus tôt, Eichmann était arrivé dans le faubourg Vicente Lopez, dans la banlieue de Buenos Aires. Logeant successivement chez plusieurs anciens nazis déjà établis, il s'était ensuite retrouvé à Tucumán,
à 1000 km de la capitale. C'était moins dangereux, moins chaud, comme disent les malfaiteurs en cavale. À Tucumán, Eichmann avait trouvé du travail dans une succursale de la Capri, société de construction créée par des nazis pour aider les nazis. À Tucumán, le 4 avril 1952, une cédula d'identidad, une carte d'identité argentine, fut délivrée au nom de Ricardo Clément, né à Bolzano de mère allemande, profession mécanicien, situation célibataire. Célibataire. Un an plus tôt, Vera Liebl, Madame Eichmann, avait reçu une lettre en Autriche. Elle y apprit que l'oncle Ricardo, cousin de son mari, que Ricardo Clément, que l'on croyait mort, était encore en vie. Et elle reconnut aussitôt l'écriture et comprit. Elle annonça à ses 3 fils, Horst, Klaus et Dieter, que le cousin de leur père les invitait à les rejoindre en Argentine. Elle réussit, en déjouant toutes les surveillances dont elle était l'objet, à obtenir un passeport en règle et, le 15 août 1952, elle le retrouvait enfin sur le quai de la gare de Tucumán. Rien de commun entre cet homme maigre, fatigué, le front dégarni, et le fringant officier qu'elle avait connu. C'est pourtant cet homme-là qu'elle suivit, et avec qui elle s'habitua à une vie proche de la pauvreté et toujours dans l'inquiétude d'être découverte. C'est cet homme-là qu'elle épousa très officiellement, sous le nom de Clément, devenant ainsi sa femme pour la seconde fois. Puis c'est à nouveau Buenos Aires, où Eichmann a des amis dans une usine automobile. Il obtient là un emploi de contremaître, et c'est alors que les erreurs commencent. Il prend des habitudes, des horaires réguliers. Il recommence à avoir des amis avec qui il sort dans des lieux publics. Et un jour, il est formellement reconnu par un juif en vacances alors qu'il mange gaiement un Apfelstrudel dans un café tyrolien en compagnie d'anciens pilotes de la Wehrmacht. Faut-il, chers amis, faut-il que la nature humaine ait profondément ancré en elle le sens des habitudes pour qu'un homme qui se sait coupable d'avoir tué 6 millions d'êtres humains, qui sait au fond de lui que jamais cela ne sera oublié par ceux qu'il chasse, pour qu'un tel homme, donc, aille déguster des spécialités autrichiennes en compagnie d'autres nazis dans un café tyrolien de San Carlos de Bariloche, en Argentine, faut-il que l'habitude soit un besoin vital de la nature humaine? La piste est aussitôt connue et transmise au service israélien. Et quelle idée aussi! Alors que les chasseurs étaient sur ses talons, quelle idée d'aller faire ce qu'il fit le 21 mars 1960. Écoutez bien. Voilà un homme qui, depuis des années, change d'identité. Et le voici qui, le 21 mars 1960, devenu Ricardo Clément, achète un énorme bouquet de fleurs pour sa femme. Vous me direz, Ricardo Clément n'avait-il pas le droit d'offrir des fleurs à sa femme? Non, non, chers amis, non. Car le 21 mars était le jour de leur anniversaire de mariage, mais de leur premier mariage, celui du 21 mars 1935, le mariage en Autriche d'Adolf Eichmann et de Vera Liebl. Dès le soir du 21 mars, un télégramme arrivait sur le bureau d'Isser le Petit à Tel Aviv. 3 mots seulement en hébreu. Aïchou, Aïch. L'homme et l'homme. Le mercredi 11 mai 1960, la nuit descend sur le faubourg San Fernando. En mai, c'est l'automne. La nuit vient tôt. Il est 18h29. Un certain Ricardo Clément saute de l'autobus, et du pas honnête et paisible du travailleur fatigué, il rentre chez lui. Au coin de la rue, une automobile stationne le long du trottoir. Oh, pourquoi une automobile en stationnement inquiéterait-elle Ricardo Clément? Il passe. Un peu plus loin, 3 hommes discutent avec de grands gestes des raisons possibles d'une panne. C'est sûrement cela, car on voit auprès d'eux le capot d'un véhicule qui est levé. Pourquoi Ricardo Clément se soucierait-il d'une voiture en panne non loin de chez lui? Il avance toujours. Il croise un homme qui marche à pas lents sur le même trottoir. Qu'y aurait-il d'inhabituel à ce que Ricardo Clément croise un passant rentrant chez lui? Il avance toujours, arrive au niveau de la voiture en panne et soudain porte vivement la main à sa poche. Le geste est à peine amorcé que l'un des 3 hommes de la voiture saisit cette main et jette Ricardo Clément à terre. Les 2 hommes roulent en se battant dans une tranchée ouverte par des terrassiers. Clément veut crier, mais ses fausses dents glissent au fond de sa gorge et étouffent sa voix.
les 2 autres hommes se jettent dans la tranchée, immobilisent Clément. 27 secondes. Après le début de la bagarre, la voiture démarre. L'homme nommé Ricardo Clément est tassé entre le siège avant et le siège arrière. On examine le contenu de ses poches pour lui retirer son arme. Surprise, c'était une lampe électrique qu'il s'apprêtait à prendre pour y voir tout simplement en ouvrant sa porte. On arrive bientôt à une villa qui doit servir de cachette. On examine la bouche du prisonnier, pas de poison, on le fait déshabiller et on regarde sous son aisselle gauche. C'est là que les nazis portent le tatouage SS. Pas de tatouage, mais la cicatrice bien nette d'une brûlure. Une question? Une seule en allemand. Qui êtes-vous? La réponse nette, instantanée. Ich bin Adolf Eichmann. Pendant 9 jours, on le garda dans une chambre nue, où une lumière brillait, 24 heures sur 24. Il ne put échanger aucune parole avec ses geôliers. Le problème était maintenant d'opérer le transport du criminel vers Israël. Mais tout avait été prévu. On fit une piqûre de somnifère à Eichmann, on lui fit passer l'uniforme d'un steward de El Al, la compagnie de navigation israélienne, et on l'arrosa copieusement de whisky. Aussi, les policiers, douaniers et employés de l'aéroport se contentèrent-ils à peine d'un léger sourire en voyant sortir d'une voiture une joyeuse équipe d'aviateurs et navigants en uniforme, chantant fort et soutenant un de leurs camarades à qui l'alcool ne réussissait pas très bien. La joyeuse équipe en question se dirigea sans attendre vers un Britannia dont les moteurs tournaient déjà. Personne n'avait non plus remarqué particulièrement que cet appareil reprenait l'air presque aussitôt arrivé d'Israël, pas plus que l'on avait fait une quelconque réflexion sur le nombre inhabituel des membres de l'équipage. Ils étaient 19. Le 23 mai, à 16 heures précises, la Knesset, le Parlement israélien, est réuni. Le président Ben Gourion monte à la tribune. « Je dois vous informer de ceci. Nos services secrets ont réussi à localiser et à arrêter l'un des plus grands criminels nazis. Il sera jugé ici en Israël, conformément à notre loi sur les crimes de guerre. » Une formidable clameur s'élève des bancs de l'Assemblée. Ben Gourion la laisse éclater et termine. Il s'appelle Adolf Eichmann. La parole est maintenant à la justice. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.